Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des erreurs de ciblage, des tirs fratricides et des tirs sur la population. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce week-end, les Israéliens ont ouvert le feu sur une position égyptienne, envoyant 7 militaires égyptiens, qui n'avaient rien demandé, à l'hôpital. Est-ce que ce type d'erreur arrive régulièrement? Pourquoi? Est-ce que la guerre sans aucune victime collatérale, militaire ou civile, est possible? C'est ce que je vous propose d'étudier dans cette vidéo autour, dans un premier temps, d'une petite réaction sur cette erreur de ciblage de la part des Israéliens. Ensuite, regardez qu'est-ce que c'est que le concept de dommages collatéraux. Ensuite, s'interroger sur des tirs fratricides en regardant pourquoi ils arrivent et différents exemples avant de regarder les erreurs, qu'elles soient temps de paix, temps de crise ou temps de guerre, et finir par mes 2 cents, ma petite vision personnelle de la problématique. Comme vous le savez, la vidéo est chapitrée. Vous pouvez donc directement aller à la zone qui vous intéresse. Regardez la vidéo en plusieurs fois si vous le souhaitez. Dans tous les cas, cette semaine, attendez-vous à une vidéo tous les 2 jours sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, et également à la partager. Allez, jingle. Roger ball. Le 22 octobre, c'est donc un tank de l'armée israélienne qui a ouvert le feu juste à côté d'une position égyptienne. Donc pour bien comprendre, il faut regarder la carte. Vous avez ici la bande de Gaza. Pour rappel, Israël est ici, l'Égypte est là, avec le Sinaï, qui à une époque était administré, géré par Israël après une guerre contre l'Égypte. Vous avez la Jordanie ici, le Liban au nord, comme vous le savez, la bande de Gaza qui est juste là, frontière avec l'Égypte, le fameux poste frontière de Rafah par lequel passe toute l'aide humanitaire qui arrive à rentrer à l'heure actuelle. Et ici, vous avez Kerem Shalom qui est un poste frontière entre la bande de Gaza, entre Israël, et vous avez l'Égypte juste à côté, le tout en bordure de l'ancien aéroport qui avait été payé accessoirement par l'Europe. C'est donc dans cette zone-là qu'a eu lieu le tir, l'équipage du char prenant probablement les Égyptiens pour des adversaires. Heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme au sens premier du terme. 7 minima militaires égyptiens ont été envoyés à l'hôpital, ce qui nous permet de revenir sur les grands principes, normalement, pour l'engagement de tout militaire. Dans un premier temps, il faut détecter la menace. Vous allez le faire grâce à vos yeux, grâce à des capteurs qui sont intégrés dans votre véhicule, ou alors grâce à du renseignement, vous allez pouvoir chercher dans une zone précise. Également, quand vous travaillez avec l'arme aérienne, les drones peuvent vous aider à détecter des menaces ou à anticiper la présence d'une menace dans une direction. Ensuite, il faut identifier. Identifier est beaucoup plus dur dans la vraie vie que dans la théorie. Qu'est-ce qui va faire un adversaire? Il faut donc avoir des critères pour savoir ce qu'est un adversaire et ce qui n'en est pas un. Une personne d'1,80 m avec une Kalachnikov pourrait faire partie du Hamas, mais peut également faire partie de l'armée égyptienne. Il faut donc être très clair et très entraîné pour savoir faire la différence, surtout quand on utilise des capteurs qui ne sont pas forcément d'excellente qualité, qui dégradent la qualité d'image. Ensuite, vous allez décider. J'ai détecté, j'ai identifié, qu'est-ce que je fais? Ça dépend de vos règles d'engagement. Dans quel cas est-ce que vous avez l'autorisation à votre échelon pour ouvrir le feu? Dans quel cas est-ce qu'il faut rendre compte à la chaîne hiérarchique pour avoir cette autorisation? Et là, soit on va vous dire de laisser tomber la menace, de la surveiller, ou alors vous allez avoir les règles d'engagement ou l'autorisation pour engager. Une fois que vous avez engagé la cible, vous devez rendre compte et ensuite débriefer. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans nos process? Qu'est-ce qu'il faut changer pour être un meilleur professionnel le soir même? Donc, il y a de grandes chances que là, l'armée israélienne ait des choses à débriefer. Donc, ils ont envoyé une enquête, ils se sont excusés, ce qui est la juste chose à faire. Mais ça montre bien à
quel point, dans une situation où vous avez des dizaines de milliers d'hommes armés dans une zone tendue, qui attendent de se faire attaquer, eh bien, à quel point ça peut déraper rapidement et facilement, mais également à quel point le moindre militaire dans votre armée peut avoir un impact qui aura des retombées d'un point de vue communication internationale, voire même politique. Nous allons maintenant regarder le concept des COLDAM, Collateral Damage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'évolution de la guerre, j'ai presque envie de dire, depuis la nuit des temps. Dans un tout premier temps, il y avait des raids, des personnes arrivaient, pillaient des villageois, pillaient des personnes, récupéraient des biens, récupéraient des otages et repartaient. Pour se défendre face à ça, alors, que ça soit clair, on fait schématique, de manière à vous donner les grandes idées macro. C'est pas un cours d'histoire, on n'est pas en train de passer un doctorat, une thèse en histoire, mais l'idée c'est de vous amener vers cette compréhension macro. Ensuite, il y a eu l'évolution avec la fabrication des murs de plus en plus costauds, ce qui nous a amené aux châteaux forts et aux places fortes. Qui protégeaient contre ces raids, contre les barbares, contre les adversaires, mais ce qui a engendré la mise en place des sièges où la population était otage à l'intérieur. Ensuite, derrière, vous avez eu l'arrivée avec la poudre des canons. Avec les canons, vous pouviez donc facilement détruire les châteaux forts, mais derrière, une fois que la guerre est terminée, que vous avez conquis le territoire, il ne reste plus grand-chose à récupérer, tout est détruit, et le post-guerre est très compliqué. Donc d'un commun accord, si je puis dire, tout le monde s'est mis d'accord à l'époque de la Renaissance, et des beaux châteaux, pour déplacer la bataille du siège vers la plaine. Et comme ça, on s'affronte dans la plaine, loin du village, loin des villageois. Et derrière, une fois que la bataille est terminée, qui d'ailleurs était souvent entre professionnels, vous faites votre action de commerce presque, parce qu'à cette époque-là, la guerre était presque une extension du commerce et de la politique au sens premier du terme. Et eh bien, il y avait moins de destruction. S'ensuit entre la Renaissance et la Première Guerre mondiale une phase assez complexe, avec une mise en œuvre des armes, grosse période, on va dire, assez compliquée, qu'on va passer pour faire simple, mais avec notamment, eh bien, on en reparlera, la création de la Croix-Rouge internationale, des batailles qui ont marqué un petit peu le droit humanitaire. Et ensuite, on arrive à la Première Guerre mondiale, où on n'a pas entendu parler de gigantesques bombardements sur les populations. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, tout le monde était sur une guerre de position, ça se tapait dans des champs, mais un petit peu dans les villes quand même, mais pas tant que ça, quand on compare à la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui a changé entre les deux? En tout cas, d'un point de vue des Alliés, c'est que la défaite allemande de la Première Guerre mondiale n'a pas vraiment été ressentie par la population. Et donc, certains stratèges américains et alliés se sont dit, il faudra peut-être que la population allemande comprenne qu'elle est perdue. Donc, il y a eu les bombardements des Allemands contre les Anglais, ceux qui ont commencé avec le Blitz, ils sont en train de garniquer avant, mais ensuite derrière le Bomberkommando, le bombardement allié, ne s'est pas caché de dire les Allemands ne sont pas nos amis, même en termes d'occupation derrière, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont perdu pour éviter une autre guerre derrière. Et donc on va taper la population, que ce soit la population allemande, mais également la population japonaise. Je vous invite à regarder les écrits, c'est assez édifiant. Donc là on a été sur une guerre où un des états finaux recherchés, c'était de taper la population, en plus de toutes les raisons militaires pour lesquelles vous voulez taper une ville. Derrière est arrivé, dans la plupart des pays, la démocratie, ça ne passe plus comme type et moyen de faire la guerre, donc on est arrivé avec la guerre propre, rendue possible grâce à des systèmes comme le Paveway 2, qui équipe les GBU encore aujourd'hui, donc un système de guidage laser qui vous permet de discriminer, vous n'avez plus à faire du tapis de bombes. Il y a donc ce narratif qu'il est possible de faire la guerre de manière propre depuis les années 90, narratif qui nous amène depuis quelques années à n'absolument pas comprendre pourquoi les guerres que nous sommes en train d'observer maintenant font autant de victimes civiles. Nous allons creuser tout ça. Alors, dans un premier temps, je voudrais étudier le cas qu'une armée ne souhaite, c'est le tir fratricide, ce qu'on appelle également le bleu sur bleu, le blue on blue, quand vous tirez sur vos propres troupes. Ça peut être dû au brouillard, à la confusion de la guerre, à un souci de position. Vous avez communiqué votre propre position à vos alliés pour qu'ils fassent une frappe, plutôt que la position des troupes adverses, où ils ont mal compris. Ça arrive, ce qui fait que maintenant, il est interdit pour des forces spéciales au sol, par exemple, de donner leur position GPS
à l'aéronef qui va les appuyer, parce que sinon il peut se tromper. Un souci d'identification, vous pensiez que c'est un adversaire, en fait c'est un allié. Ou un souci de discipline, dans ce qu'on appelle la shot fee, la philosophie d'ouverture du feu, ou la discipline d'ouverture du feu, ce qui peut également être lié à des facteurs culturels, à la culture générale et à la valeur de la vie pour les personnes qui servent dans votre armée. À partir de ça, quelques exemples. La première victime de frappe Blue on Blue, c'est Robert Pierrepont, c'est un lord britannique qui, alors qu'il était prisonnier, a été tué par un boulet de canon tiré par son propre camp en 1643. Cas très connu, c'est l'opération Cobra, avec la mort du plus haut général ayant perdu la vie lors de la Seconde Guerre mondiale, le général McNair, qui a été tué par les Alliés, par une opération décidée par un ami à lui, par Bradley. Et lors de cette opération Cobra, c'est plusieurs centaines d'Américains qui ont été tués ou qui ont été fait blesser, alors que des centaines d'aéronefs alliés faisaient le bombardement sur la poche de Saint-Lô pour détruire les chars allemands. Donc l'opération Cobra, très gros exemple également de tir fratricide qui a beaucoup marqué l'armée américaine. Derrière, eh bien, ces derniers temps, on a entendu parler de tirs fratricides en Ukraine ou en Russie contre son camp. Ils n'ont rien inventé malheureusement. En 2003 déjà, vous avez eu des tirs de patriotes contre les Tornados en mars 2003, contre un F-18C en avril 2003 avec le pilote qui est décédé. Également, toujours en 2003, vous avez des A-10 américains qui ont ouvert le feu sur des troupes au sol. Ça a amené 15 blessés et le décès d'un militaire britannique. On pourra analyser la vidéo si vous voulez. Les pilotes se sentent très mal quand quelques secondes après avoir ouvert le feu, ils apprennent qu'en fait, dans la zone qu'ils vont attaquer, qu'ils ont déjà attaqué, il y a des alliés. Ensuite, vous avez en 2002 un F-16 américain qui a mis une bombe de 250 kg sur des militaires canadiens qui s'entraînaient au sol, tuant 4 militaires en blessant 8 autres. Ça avait fait scandale au Canada. Et les cachets, les Go Pills, ont été incriminés également. Petits cachets que les pilotes devaient prendre, qui ne contiennent pas que de la caféine. On pourra en reparler également. Donc tout ça, vous ne voulez pas que ça arrive. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ces événements-là? Vous allez me dire, mais le transpondeur, c'était si simple et ça tombait jamais en panne, ça se saurait. Vous allez me dire, l'uniforme, oui, mais l'adversaire peut revêtir votre uniforme. Vous allez me dire, eh bien, faire comme le jour du débarquement, mettre des bandelettes blanches sur les avions et pourquoi pas utiliser un petit criquet qu'on a vu dans le film Le jour le plus long afin de se reconnaître les uns les autres. Mais chacun de ces systèmes est toujours faillible, ce qui nous amène malheureusement au combat, dans la vraie vie, à toujours avoir un pourcentage de tirs fratricides contre lequel l'entraînement tente de nous préparer, tente de nous amener à toujours bien réfléchir avec discipline avant d'ouvrir le feu, mais la réalité du combat, malheureusement, prouve que quelle que soit la guerre, il y a des tirs fratricides. Maintenant, regardons les erreurs. En temps de paix, par exemple, on a le Siberia Airlines 1812 qui décolle de Tel Aviv, qui rejoint la Russie, un Tu-154 qui est abattu par un S-200 tiré d'Ukraine. C'était le 4 octobre 2001. 88 morts. On est temps de paix, exercice d'entraînement, avion abattu. Vous avez également un Typhoon en Estonie, espagnol, qui ouvre le feu avec un AIM-120, un missile Fox-3, contre un Mirage 2000-5 français lors d'un vol d'entraînement. Heureusement, le Mirage 2000 a bien réagi, c'est un spécialiste de l'AIR, de l'escadron Cigogne. Il évite le missile américain tiré par l'Espagnol et ce ne va pas au but. Vous avez également Sukhoi 35 qui abat un entraînement, un Sukhoi 30 au canon. Est-ce que ces tirs sont faits exprès? Est-ce que ces morts sont volontaires? Absolument pas, il s'agit d'erreurs en temps de paix, cela peut arriver. Ensuite, en temps de crise, vous avez le vol Iran Air 655, en 88, très connu, un Airbus A300, 290 personnes à bord, abattu par l'USS Vincennes avec des SM-2, le même type de missile que ce qu'ils ont utilisé il y a quelques jours pour protéger Israël d'armements qui arrivaient du Yémen. Et là, eh bien, ils ont cru que l'A300 était un F-14. C'est un souci d'identification. Souci d'identification, temps de crise, peut vous amener à la catastrophe.
Pareil, avec le Ukraine Airlines 752, c'était début 2020, un 737 qui décolle de Téhéran, 176 personnes à bord, dont de nombreux Canadiens, abattus par la défense sol-air iranienne. Encore une fois, ils attendaient des missiles de croisière américains suite à un bombardement de l'Iran sur des positions américaines en Irak. Il n'est pas venu et au contraire, ils ont pris un 737 pour un missile américain et ils ont ouvert le feu. Autre cas, ce coup-ci en guerre, vous avez, on en a déjà parlé en 2006, un Apache israélien qui a détruit une ambulance, c'était au nord d'Israël, ce qui a fait 6 morts civiles. Vous avez également, du côté de l'OTAN, c'était en 99 en avril, un pont, ça avait fait un drame, 2 F-15 américains qui avaient ouvert le feu et tué entre 20 et 60 personnes, fonction des sources. Ils avaient tapé un train qui passait un pont au moment de l'impact des munitions. C'est quand même pas de chance. On en revient, erreur, c'est comme les accidents, une succession d'événements qui vous amènent à cet événement tragique. Et vous avez également en 99, 5 JDAM qui ont fait 3 morts dans l'ambassade de Chine à Belgrade. Vous vous doutez bien que normalement vous ne voulez pas ouvrir le feu sur une ambassade chinoise à Belgrade volontairement. Alors certains d'entre vous vont me dire c'était volontaire. Je ne rentrerai pas dans le débat. Forcément, le sujet ne serait pas complet si on n'adressait pas les bombardements volontaires sur les populations civiles. Par exemple, on peut regarder dans la mémoire du fameux Chuck Yeager, le premier homme qui a passé le mur du son, qui a été un as lors de la Seconde Guerre mondiale et qui a reçu comme consigne à un moment avec son unité d'ouvrir le feu sur tout ce qui marche en Allemagne. Il a dit ce jour-là, lors du briefing, aux collègues assis à côté de lui, si on doit faire des choses comme ça, on ferait mieux de s'assurer qu'on est du côté des vainqueurs. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, les Alliés, mais pas que, lors de cette guerre-là, ont fait de nombreux bombardements sur la population, que ce soit sous forme de raids avec des bombardiers ou sous forme de strafing, où vous mitraillez en fait la population au sol, chose que l'on a également retrouvée lors de la guerre de Corée, notamment pour éviter le passage de réfugiés vers le sud. Les États-Unis ont eu recours à cette méthode et s'en sont excusés récemment. Toujours est-il, si vous regardez la Tchétchénie ou encore l'Ukraine, vous avez les bombardements de parties civiles ou de zones civiles à des fins stratégiques ou à des fins politiques. Encore une fois, avec un résultat très faible. On a bien vu avec le Blitz, la volonté d'Hitler de faire céder l'état d'esprit britannique, les faire céder face aux Allemands. Ça n'a pas marché, ça n'a même fait que renforcer la combativité des Anglais. Et plus récemment, vous voyez également des frappes ukrainiennes sur Moscou, avec des drones, avec des petits moyens improvisés. On en revient sur du bombardement, dans une certaine mesure, à l'aveugle, qui amène très peu de résultats militaires, mais qui va sur un état final recherché beaucoup plus politique et qui, conflit après conflit, montre non seulement son inefficacité, mais également toutes ses limites. Alors, pour ce qui est de mes 2 cents sur ce sujet, ce concept de guerre propre, je pense qu'il faut être honnête, il faut le dire, nous sommes en 2023, c'est du marketing. C'est du marketing qui permet de vous vendre une solution extrêmement précise d'un point de vue militaire, mais extrêmement dispendieuse. Et vous dire, il faut vraiment investir dedans parce que regardez, cette technologie de bombe est 100 fois mieux que la technologie d'avant. Et c'est vrai. Donc oui, il faut investir dans ces bombes intelligentes, dans ces bombes précises, mais croire que l'on va réussir à avoir une guerre absolument propre est à l'heure actuelle encore illusoire. Et malheureusement, avec le retour de la guerre, soit de haute intensité en Ukraine, soit de haute intensité dissymétrique comme actuellement avec la bande de Gaza, vous voyez que forcément, si vous mettez en œuvre énormément de munitions, il va y avoir des collateral damage, des victimes collatérales, que ce soit au niveau des personnes, des civils, des bâtiments ou des infrastructures. Petite marche en arrière, je vous rappelle que la bataille de Solferino en 1859, c'est un observateur qui avait vu ça, qui est ensuite retourné à Genève, qui a permis la création du CICR, donc de la Croix-Rouge. Il y avait à cette époque-là une volonté de traiter avec plus d'humanité les combattants. Donc oui, il y a des textes dans la guerre, ce n'est pas mon domaine de spécialité, donc je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais sachez que dans la loi de la guerre, il est stipulé que tout ce qui est recours à la force, eh bien, la mise en œuvre d'armement, ça doit suivre une nécessité militaire avec distinction et proportionnalité. C'est ça le droit humanitaire, avec une nécessité militaire, distinction
et proportionnalité. Je rentrerai pas plus dans le débat. Par contre, ce que je peux vous dire également, c'est l'impact sur les civils. Quand vous tapez des civils, d'un point de vue macro, on a le retour d'expérience de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, ça peut être quoi? Vous dire, je vais les dégoûter, je vais dégoûter le camp adverse de soutenir son armée ou de soutenir sa cause. Et ça peut éventuellement fonctionner. Mais il faudra me dire dans quel cas. Sinon, ça va engendrer une envie de vengeance de la part de l'adversaire. Ce qu'on a vu avec l'envie de la revanche, que ce soit en 1870 ou après la Première Guerre mondiale. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que suite au bombardement en Europe et sur Tokyo, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une occupation. Et je pèse mes mots. Ils ont installé des bases militaires et sauf en France, ils ne sont jamais repartis. Vous avez des bases militaires en Allemagne, vous avez des bases militaires américaines en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Japon. Partout, ils se sont installés et ils y sont restés, ce qui biaise le résultat de ces campagnes de bombardement massifs sur les civils. Donc attention à ça, ne croyez pas que vous allez dégoûter la population de suivre la cause si vous bombardez la population civile et que derrière, vous vous retirez du territoire. Ce qui nous amène forcément vers, est-ce que la guerre, c'est la solution? Alors là, vous avez 5 heures, mais vous avez bien compris, on en a déjà parlé sur cette chaîne, chaque victime collatérale a tendance à créer de nouveaux combattants. Peut-être sur une échelle de temps différente lorsqu'il s'agit d'enfants. Nous avions prévenu dès les premières heures de ce nouveau conflit, lors de l'attaque du Hamas contre Israël, même si les Israéliens essayent de minimiser les pertes civiles au sol, qu'il s'agissait probablement d'un gigantesque piège médiatique qui allait amener le Hamas à pouvoir rallier à sa cause énormément de personnes à travers la bande de Gaza, mais également à travers le monde. À partir de là, même si vous prévenez en amont des bombardements massifs, et ils le font avec des petites bombes en amont pour prévenir, où ils appellent les attentions, ça va taper à cet endroit-là, vous avez quand même des civils qui restent sur place. À partir de là, tout le retour d'expérience que nous avons dans des guerres plus conventionnelles n'aide pas à bien comprendre la situation. Du coup, la guerre est-elle la solution? Malheureusement, et ça doit nous servir de leçon en Europe, cela nous montre bien, une fois encore, que la guerre, dans ce genre de situation, est probablement pas la meilleure des solutions, même si elle peut être inévitable. À partir de là, nous avons encore la chance en France d'être dans une phase où nous devons continuer à développer notre dissuasion, dissuader au maximum, mais surtout anticiper. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël, on voit bien à chaque fois que les États sont surpris. Et même si sur le papier, ils ont un très fort niveau de préparation, comme l'avait l'armée israélienne, cela n'a pas empêché des pertes dans la population civile. À partir de là, l'anticipation est absolument primordial. Le métier des armes et le métier du politique qui a pour obligation de protéger sa population doit être un métier de réflexion sur le moyen terme et le long terme. Arrêter un petit peu de rester dans l'ultra court terme et projeter sa nation vers une préparation, vers une défense fiable et efficace à moyen et long terme. Et pour terminer sur notre sujet de l'erreur qui est malheureusement humaine, je vous propose une petite citation de George Lichtenberg. L'erreur est humaine, en ce sens aussi, les animaux ne se trompent que rarement, jamais même, excepté les plus intelligents d'entre eux. Oui, il y a des victimes collatérales. Oui, dans un pourcentage, c'est voulu. Dans un pourcentage, ce n'est pas voulu. Nous allons voir de plus en plus d'incidents ou d'accidents avec des victimes collatérales. Ça fait malheureusement partie de la guerre. Si on veut éviter d'avoir à vivre ça un jour, c'est de l'anticipation, c'est de la dissuasion, car une fois que les armées sont appelées à combattre, il est illusoire de croire que cela puisse se régler de manière ultra propre. Fly safe. Charlie, écoute-moi, t'es en train de nous sauver la vie. Oublie ce qui vient de se passer. Continue à nous les amener, tu fais du bon travail. 16-02, attaquez le long de la ligne d'arbre.